Tous. Je vous souhaite bienvenue dans la table ronde la plus polémique de cette université d'été. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va dépoter. Je remercie l'intégralité de nos intervenants. Donc moi, je suis Alizée, je suis la secrétaire nationale à l'éducation populaire du parti. Et je suis lorraine d'origine, je suis montée à Paris parce que, évidemment, on ne descend pas à Paris, on monte, il y a un aspect symbolique. Pour faire mes études, j'y suis restée et j'habite actuellement dans le 94. Et je suis une beauf parce que nous sommes tous le beauf de quelqu'un d'autre. J'ai une passion notamment pour la variété française et ma fille de 2 ans a déjà l'accent lorrain. Malheureusement, puisque a priori je n'ai pas perdu cet accent quand je suis très fatiguée ou très énervée. Quiconque a eu un enfant de 2 ans sait de quoi je parle. Je vais vous proposer d'avoir une petite méthode de fonctionnement un petit peu particulière, puisque je sais que sur la table ronde précédente, certains et certaines d'entre vous sont frustrés de ne pas avoir posé de questions. Nous sommes nombreux sur ce sujet avec des intervenants de qualité. Et pour vous permettre néanmoins de pouvoir interagir avec nos participants, j'ai 4 jeunes camarades qui se sont portés volontaires. Vous en avez 2 ici. Faites coucou. Coucou. Nous en avons 2 là. Coucou. Leur mission, c'est de venir chercher vos questions. Si vous avez une question pour la salle, à n'importe quel moment, nous aurons 2 salves de réponses. Peut-être plus, si on y arrive. Vous levez la main, ils viennent vous voir, vous leur posez votre question et ils seront chargés de les synthétiser et de les poser en même temps. Si je fais 10 minutes par intervenant, vous les compterez vous-même. Nous avons 75 minutes de débat. Je n'ai pas la place de vous faire intervenir, donc malheureusement, il n'y aura pas de questions debout, levées. Mais nos camarades sont là pour vous permettre de participer et d'interagir avec la salle. Et je vais tout de suite donner la parole à nos 2 intervenants, donc Achille et Jean-Yves. Et j'excuse d'entrée de jeu Achille qui va devoir malheureusement nous quitter pour une histoire de train. Très rapidement. Donc, si tu peux, en quelques minutes. Oui, merci pour cette invitation. Je m'excuse, effectivement, je vais devoir vous quitter. Le débat avait été décalé dans la journée, hein, je l'explique. Donc, j'avais un train à 18h55 et je dois absolument rentrer à 9h. Donc, voilà, je m'en excuse. Je sais que ce n'est pas très sympa pour les autres invités et ce n'est pas très sympa non plus pour vous si vous aviez des questions. Bon. Le périurbain, de quoi le périurbain est-il le nom? Voilà. Si vous avez besoin de titres qui ne font absolument pas polémique, extrêmement plats, peut-être un peu ennuyeux, je suis universitaire, donc je peux vous en donner un certain nombre. Le périurbain, c'est une catégorie un peu piège, hein, alors, qui renvoie en réalité à des réalités extrêmement différentes. Je pense que vraiment, il faut insister là-dessus, qui renvoie à des réalités extrêmement différentes. Le périurbain de Nantes n'est pas le périurbain autour de Toulon. Le périurbain des grandes villes n'est pas le périurbain des villes moyennes. Je crois qu'il faut quand même vraiment insister là-dessus. Alors d'où vient ce périurbain? Le périurbain, ça vient de la périurbanisation, donc de l'extension des villes. Hein, c'est quelque part, pour donner une définition peut-être un peu académique, c'est ce qui dépend d'un pôle urbain, mais qui n'est pas dans la continuité du bâti. Donc il y a une dépendance, hein, ou en tout cas des liens, des interrelations entre l'urbain et le périurbain. Voilà, donc c'est un peu le tiers-espace entre le rural et l'urbain. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, c'est un espace qui a énormément cru, notamment après-guerre, et en particulier dans les années 60-70, sous l'effet de quoi? De l'extension des zones pavillonnaires, des lotissements, hein, ou parfois d'aménagement d'habitats individuels plus diffus, et de centres commerciaux en périphérie des villes. Voilà. Ça ne nous renvoie d'ailleurs pas tout à fait non plus au même paysage. Donc là aussi, les paysages du périurbain sont pluriels. Évolution urbanistique permise par quoi? Permise bien sûr par la démocratisation de l'automobile. Dans les années 60, un Français en moyenne parcourt 5 km par jour pour aller en moyenne. Aujourd'hui, on est autour de 40-45 km, dont 15 km en avion. Tout le monde n'utilise pas l'avion, bien sûr. Mais vous voyez, donc on a quand même une explosion de manière générale des mobilités et donc une dépendance très grande dans ces espaces à la voiture. C'est peut-être ce qui fait commun entre les différents espaces périurbains, avec la dépendance à la ville, puisque souvent, vous avez
vous pouvez trouver maintenant des services publics, etc. Mais souvent, l'offre des services importants, l'hôpital, la préfecture, pas la mairie bien sûr, ou tout un tas, en tout cas tous les services importants sont souvent dans le centre-ville de la ville moyenne ou de la grande ville à proximité. Diversité du périurbain, diversité aussi sociologique. Mon collègue en dira quelques mots. On a une diversité extrêmement importante là aussi, avec du périurbain plutôt populaire. Hein. C'est le cas notamment autour de certaines grandes villes, avec effectivement des populations reléguées, hein, qui n'ont plus les moyens de se loger dans les grandes villes. Et puis on a un périurbain parfois aussi plus riche, parfois autour des grandes villes, et parfois aussi autour des villes moyennes, où en moyenne le périurbain est plus riche que la ville-centre. Voilà, je pense qu'il faut aussi le souligner, tout le monde ne l'a pas forcément en tête. Diversité aussi politique, hein, puisque la gauche n'est pas non plus complètement absente de ces espaces. On a une diversité, bien sûr le Front National progresse partout, mais on a encore des bastions socialistes, notamment dans le périurbain, ou divers gauches, et donc le périurbain aussi, d'un point de vue politique, il est extrêmement pluriel. Et finalement, peut-être que, avant de laisser la parole à mon collègue, j'aurais tendance à dire, puisque j'ai fait aussi une séquence sur le rural ici, en tout cas quelques jours avant pour la FNESR, ces grandes catégories, elles nous aident certes à comprendre un peu les choses, la situation, mais elle masque aussi beaucoup de choses. Hein. Si vous prenez juste la catégorie périurbain et que vous essayez de faire une politique publique pour le périurbain, alors vous pouvez essayer, mais si vous ne ciblez pas périurbain populaire, si vous y allez un peu comme ça de manière générale, j'ai bien peur que ce soit relativement inefficace. Et donc ces catégories-là, il faut pouvoir les utiliser, l'urbain, le périurbain, le rural, mais il faut aussi savoir s'en méfier. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous remercie. Merci Achille. Donc Achille est géographe et je le remercie d'avoir fait ce saut dans notre table ronde pour nous éclairer notre propos. Jean-Yves, tu peux te présenter en 2 mots et nous dire également qui sont celles et ceux qui habitent le périurbain. Oui, alors merci. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Donc Jean-Yves Darmagin, je suis professeur de sciences politiques et j'ai également créé l'Institut Cluster 17, qui est un institut d'études, un institut de sondage qui fait des études d'opinion. Tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être assez rapide. L'idée ici, c'est de donner quelques éléments de cadrage pour nos échanges. Le périurbain, et tu as bien fait de le souligner, c'est un espace qui est extrêmement divers. D'ailleurs, ce n'est pas propre au périurbain, c'est vrai aussi des banlieues, par exemple. Hein. En banlieue, il y a la Seine-Saint-Denis, en banlieue, il y a les Hauts-de-Seine. C'est 2 univers qui sont à peu près opposés sur tout. Un univers qui est pauvre, un univers extrêmement riche, un univers qui vote à droite ou qui vote Renaissance, un autre qui vote à gauche. Il y a la même chose dans le périurbain. Il faut bien avoir ça effectivement à l'esprit et il faut se méfier, je crois, de beaucoup de constructions simplistes qui tendent à opposer des métropoles mondialisées, riches, déconnectées, un périurbain qui serait, lui, le vrai peuple, enraciné, porteur des vraies valeurs de la France, etc., comme les promeuvent un certain nombre d'essayistes ou d'analystes. Le périurbain, c'est quoi? C'est tout simplement des gens, c'est au cœur, c'est un autre élément quand même peut-être que je voudrais évoquer en préalable, c'est qu'on est dans un moment de très grande mutation de nos sociétés, relativement rapide, et ces mutations, elles ont une forte dimension spatiale. Les villes se transforment, les banlieues se transforment, l'entourage des villes se transforme et le périurbain, c'est un élément qui est au cœur de ces transformations. On l'a peut-être déjà oublié, mais Paris était une ville ouvrière il y a encore une 50aine d'années. Au moment des premières élections municipales, il y avait, je crois, encore 40% de la population parisienne qui était ouvrière. Donc, le Marais était un quartier populaire. La Bastille, le quartier de la Bastille, le 11e arrondissement, était un quartier ouvrier. Donc les territoires se transforment extrêmement vite. Les territoires se transforment extrêmement vite, à la fois dans leur logique de fonctionnement, dans leur composition sociale, dans leurs orientations politiques. Et ça, ce sont effectivement des éléments qu'il nous faut prendre en compte, qu'il nous faut analyser de manière fine, de manière précise, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce que vivent les citoyens, ce que vivent les Français, pour comprendre leurs attentes, pour comprendre leurs demandes, leurs frustrations, leurs orientations politiques. Alors dans le périurbain, qui trouve-t-on? Qui sont les habitants du périurbain? Comme tu l'as évoqué, des populations très différentes. Pour une raison très simple,
c'est que le périurbain est un espace, ne serait-ce qu'en termes de valeur du foncier, de valeur des biens immobiliers, extrêmement hétérogène. En gros, la logique du périurbain, c'est une logique qui veut que beaucoup de citoyens sont demandeurs de pavillons, veulent vivre dans des maisons, ont le rêve de vivre à la campagne, d'avoir un jardin, etc. Et presque toujours le plus proche possible des grandes métropoles, le plus proche possible du cœur de ces grandes métropoles où sont concentrées les activités, les loisirs, les services. Donc la logique est simple, hein, évidemment un peu simplifiée, dite comme ça, la logique est simple. Une maison avec un jardin vaut d'autant plus cher qu'elle est proche d'une grande métropole et les prix baissent évidemment au fur et à mesure où on s'éloigne de ces grandes métropoles. La conséquence, elle est simple elle aussi, c'est que dans le périurbain de la première couronne, celui qui touche les grandes métropoles, les prix sont en général extrêmement élevés et donc ces territoires accueillent des populations riches, voire très riches, voire plus riches que dans les métropoles. Et à l'inverse, plus on s'éloigne de la métropole, parfois à 50, 60, 70 km, on est encore dans l'aire métropolitaine, on est encore dans un territoire qui, d'une certaine manière, même si le terme est inexact, est encore un peu un territoire de banlieue, périurbain, de périphérie de la ville. On est encore donc dans l'aire métropolitaine, mais on est à 70 km. À 70 km, il n'y a plus beaucoup de services publics, voire il n'y en a plus du tout. Il n'y a plus de moyens de transport collectif. Il faut une voiture, évidemment, pour se déplacer. On va en parler, je pense, abondamment ici, donc je vais aller vite. On est dans un tout autre périurbain. Et là, on est dans un périurbain qui est plutôt un périurbain de classe populaire ou de toute petite classe moyenne. Alors, en général, ce n'est pas les plus pauvres. Ce n'est pas les plus pauvres parce qu'il faut quand même pouvoir venir s'installer. Il faut pouvoir acheter une maison, faire un crédit. Il faut pouvoir posséder une ou deux voitures. Et ça, c'est un autre élément qui est fondamental de ce périurbain populaire, donc le plus éloigné, c'est que les gens qui vivent dans ces territoires connaissent des conditions d'existence qui sont complexes, qui sont difficiles, parce qu'ils sont soumis à des budgets qui sont extrêmement contraints. Il faut s'imaginer un couple d'ouvriers, un homme ou une femme ouvrier, ou une ouvrière, un employé, etc. Donc un ménage qui va gagner entre 3 500, 4 000, parfois 4 500 euros, donc toute petite classe moyenne ou haut des classes populaires, et qui va devoir rembourser un crédit, qui va devoir avoir 2 automobiles pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école, pour aller acheter une baguette de pain. Dans la plupart des communes périurbaines, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de commerce. Pour aller à l'hypermarché, etc. Donc des budgets qui vont être extrêmement contraints. Une voiture, ça coûte au moins 500 euros par mois. 2 voitures, ça fait 1 000 euros par mois. Si vous avez en plus un remboursement 1 000 euros, 2 000 euros, vous voyez, plus le fixe, il ne vous reste plus grand-chose. C'est ça le périurbain populaire lointain. Et pour terminer, on va dire beaucoup d'autres choses, on a peut-être l'occasion d'en reparler. Est-ce que ce périurbain est de droite ? Et même plus précisément, est-ce que ce périurbain est d'extrême droite ? Parce que c'est une idée qui circule très largement et qui d'ailleurs ne circule pas uniquement dans les esprits de certains éditorialistes, qui, d'une certaine manière, parcourent aussi un peu parfois la littérature scientifique ou les ouvrages des chercheurs. La réponse, elle est non. Non, le périurbain n'est pas d'extrême droite. Il n'y a aucune donnée aujourd'hui disponible qui démontrerait cela. Au contraire, j'ai regardé, avant de venir, le vote en 2012 et en 2022, donc à 10 ans d'écart, des territoires périurbains, et j'ai regardé comment, ces tableaux qui sont disponibles, hein, tout le monde peut retrouver facilement, j'ai regardé comment comment les habitants de ce périurbain votaient en fonction de leur éloignement de la métropole, puisqu'on l'a compris, c'est un enjeu majeur. Plus on est éloigné de la métropole, plus on est dans du périurbain élargi, du grand périurbain, et plus on est en présence de populations de la toute petite classe moyenne ou des classes populaires. Eh bien, ce que montrent les données, c'est que le périurbain ne vote pas très différemment du reste du pays. Alors, plus on est proche de la métropole, plus le périurbain a tendance à voter pour des partis de droite ou pour Renaissance. Emmanuel Macron est très fort, par exemple à la dernière présidentielle, dans le périurbain qui touche les grandes métropoles. Quand on s'éloigne, il y a effectivement une progression, une augmentation du Front National, mais qui n'est jamais extrêmement élevée. C'est-à-dire le Front National au plus haut dans le périurbain atteint 28%. Je
Je parle de Marine Le Pen au premier tour présidentiel. Donc, un score qui est légèrement supérieur à sa moyenne nationale, mais qui n'est pas si élevé. Ça veut dire que 72% des habitants du périurbain ne votent pas Marine Le Pen. Si on intègre en plus les abstentionnistes, on est à moins d'un périurbain sur 10 dans ces territoires qui votent pour le Front National au premier tour. Donc l'image d'un périurbain qui serait acquis aujourd'hui à l'extrême droite, qui serait un territoire de beaufs d'extrême droite, pour reprendre le titre volontairement provocateur de cette table ronde, c'est un pur fantasme, c'est une représentation inexacte, dangereuse, d'une certaine manière dangereuse, de l'espace politique aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui, c'est une fiction, cette opposition entre des territoires périurbains populaires d'extrême droite opposés à des banlieues immigrées et à des métropoles mondialisées. Ça ne résiste pas à l'analyse statistique. Et pour une raison très simple, que mon camarade a exposé précédemment, c'est que ce périurbain est très complexe, il est très multiple, il est à l'image du pays en réalité, et il reflète sa diversité culturelle. Donc voilà ce que je voulais dire pour ouvrir la discussion. Non, le périurbain n'est pas une France périphérique d'extrême droite qui s'opposerait à des bobos déconnectés. Merci. Je te remercie de cette introduction. Et maintenant que tu as parlé, tu as posé les termes du sujet, je voulais vous remercier d'être tous et toutes aussi nombreux à l'heure de l'apéro. Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur qui a fait de cette table ronde un événement. On n'en attendait pas tant. Et je me tourne maintenant vers Pierre Jouvet, mais avant, je vous rappelle les conditions de participation pour que celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route, si vous avez une question à n'importe quel moment, vous avez des super porte-paroles qui sont juste ici et juste ici. Vous levez la main, ils viennent jusqu'à vous, ils prennent votre question et au moment d'interroger nos intervenants, ils seront vos porte-paroles. Ça permet de fluidifier le partage avec vous. Pierre, je me tourne vers toi, puisqu'on l'a dit, nos amis du périurbain ne sont pas ni des beaufs, ni des gens qui fument des clopes, qui boivent du pastis et qui roulent au diesel, pour paraphraser un membre du gouvernement. Et je me tourne vers toi pour savoir pourquoi est-ce que finalement nous faisons cette table ronde aujourd'hui à Blois. Merci Alizée. Alors tu l'as dit, on a fait cette table ronde de manière provocatrice dans son titre, et je suis satisfait de voir que ça fonctionne, satisfait de vous trouver nombreuses et nombreux, satisfait aussi de voir que le débat tel qu'il a été posé à l'instant par Jean-Yves et par Achille va éclaircir très clairement nos échanges. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette table ronde ? Pour un truc assez simple. Finalement, j'aurais pu l'intituler « Nous, élus de la France périurbaine, même si elle est multiple, sommes-nous des bofs ?» Et je pourrais me poser la question de « Suis-je un bof ?» Moi, le maire d'une commune de 4000 habitants à 65 km de la métropole de Lyon. Ça a été décrit. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça ? Parce que j'ai un souvenir extrêmement blessant d'un bureau national du Parti socialiste qui s'est passé 3 jours après le démarrage de la crise des Gilets jaunes. Et dans ce bureau national du Parti socialiste, le débat s'est évidemment lancé sur les Gilets jaunes. Et j'étais assis, on était dans une salle, pas à Ivry, dans Paris, et j'étais assis, je me rappelle très bien, au 2e rang, à côté de mon ami Sébastien Vincini, qui est peut-être là, président du Conseil général de Haute-Garonne maintenant, qui lui est aussi plus que de la France périurbaine. Lui, c'est la France rurale à Picarou et à Sainte-Gabelle, même si on descend dans les lieux-dits et dans les villages. Et on s'est tapé pendant 2 heures une succession d'interventions par des camarades qui étaient là, qui nous ont expliqué la vie, en nous expliquant que finalement, ces gens-là qui arrivaient sur des ronds-points n'avaient rien compris, étaient finalement des fachos en puissance, et que surtout, il fallait se tenir extrêmement éloigné de tout ce mouvement, parce qu'en fait, vous comprenez, ce n'est pas notre cœur de cible politique et électorale. Parce que le fond du sujet, il est là, et je remercie Jean-Yves de l'avoir posé dans ces termes, et c'est pour ça que je voulais qu'il soit à cette table ronde, dans ces termes stratégiques et politiques, de déconnexion profonde de ce que sont les France, parce qu'en fait, elles sont diverses. Et le sujet n'est pas d'opposer les métropoles, les grandes villes, la France rurale ou les France périurbaines, définissons-les comme ça. Mais c'est d'arrêter dans le débat politique une espèce de caricature qui ferait croire qu'il y a une certaine forme de Français,
un peu isolé. Parfois, on se demande presque, quand on dit qu'on est élu de la France dite profonde, j'adore quand les gens disent « t'es élu de la France profonde », on se demande presque si on a le courant, l'électricité, si on est capable de regarder la télé. Et je le dis de manière encore plus provocatrice que le thème du débat, mais la réalité, elle est là. Et quand j'entends aujourd'hui certains responsables politiques, et je vais revenir sur deux, et là aussi de manière très claire, Gérald Darmanin qui se veut le chantre des classes populaires, donc qui nous a saisis sur cette table ronde, que j'ai invité à venir, je regrette qu'il ne soit pas là. Mais en réalité, il n'aurait pas pu tenir le débat. Parce que quand on a été ministre du budget pendant la crise des Gilets jaunes, qu'on est celui qui est responsable de toute la rigueur budgétaire qui a créé la France des Gilets jaunes, qui a créé ce sentiment de rupture, qui a créé cette inégalité fiscale, qui a créé ces ruptures dans le pays, on ne peut pas tenir ce débat et on ne peut pas faire une sorte d'hypocrisie expliquant qu'on défendrait la France populaire parce que, comme un autre camarade plus à gauche, qui s'appelle Fabien Roussel, chef du Parti communiste, on voudrait caricaturer une certaine forme de France. Vous savez, cette France, finalement, des bofs, le bof de Cabu, tel qu'il a été défini après mai 68, parce que ça vient de là. Ce serait finalement cette France un peu en retrait, qui finalement, et Alizé l'a dit, fumerait des clopes, boirait du pastis, écoute Michel Sardou, on a eu le débat Michel Sardou en plus du débat Médine cet été. Et donc on aurait les espèces de deux France. Vous avez d'un côté la France bien élevée, bien éduquée, bien propre sur elle, qui permet à ses enfants de réussir dans la vie, qui arrive à se développer, et une autre France qui serait une France arriérée. Et ce que j'ai voulu faire avec cette table ronde en éclaircissant le débat, et qu'on va avoir maintenant, c'est pour ça que je voulais poser ce cadre introductif sans apporter à ce stade des réponses, et j'en apporterai après dans notre table ronde et dans le débat, c'est de dire qu'il faut arrêter ce schéma-là. On a fait dans notre organisation de notre université d'été la volonté de reconquérir les classes populaires. Et reconquérir les classes populaires, elles sont partout dans le pays. Et si on veut reconquérir les classes populaires, on doit avoir un discours qui est un discours de la réalité en ne considérant pas qu'il y a différentes typologies de Français selon les territoires dans lesquels on habite. Et ce que je veux dire, c'est que cette France dite périurbaine, elle a été décrite, elle est diverse. Non seulement elle a des talents, elle a des réussites, mais elle n'est pas la caricature que certaines et certains voudraient en faire. Et donc, on se doit, nous, aujourd'hui, non seulement d'avoir un discours sur les mobilités, ça a été dit, la clé de cette France dite périurbaine, c'est la bagnole. Il faut se le dire, c'est la voiture. Comment se déplacer quand on est à 60 ou 70 km d'une métropole si on n'a pas la chance d'habiter sur une ligne de train, si on n'a pas une voiture? C'est la question du logement, et je sais que François en parlera, donc je ne vais pas trop intervenir sur ce champ, et notamment sur la question du prix du foncier, du prix de sa maison. C'est la question des services publics qui, peu à peu, ont pu se retirer d'un certain nombre de territoires. C'est la question aussi de la forme, et ça, elle est très profonde, de ce sentiment de relégation sociale qu'un certain nombre de nos concitoyens peuvent avoir, notamment sur la réussite scolaire et sur la réussite éducative. Quand on voit par exemple à quelques jours de la rentrée scolaire le nombre de fermetures de classes qu'on a dans ce pays, non seulement dans les villes, mais dans la France rurale et dans la France périurbaine, sans que tout ça ne fasse aucun bruit, ou presque, et où on s'aperçoit qu'on a peu à peu des territoires qui reculent. On a aussi cette France qui a vu petit à petit ses commerces de centre-ville disparaître, parce que ça a été très bien dit par Achille. Elle s'est notamment organisée autour des ZAC, des zones d'activité commerciale, et où elle a vu ces centres-villes se vider, et ces centres-villes qui aujourd'hui ont des pas de porte qui sont totalement vides. Ces pas de porte totalement vides qui, je le rappelle, il y a quelques années, ont fait la réussite électorale d'un certain Donald Trump aux États-Unis. Parce que ça aussi, c'est un angle mort complet qu'on a dans nos politiques publiques, et où on ne considère pas que la problématique de cette nostalgie, et je terminerai là-dessus sur mon premier propos, on a une forme de nostalgie française qui est absolument terrifiante. Je vais vous faire une anecdote pour terminer. Dans ma ville de Saint-Vallier, il y avait, il y a quelques années, les Nouvelles Galeries. Vous connaissez les Nouvelles Galeries? Depuis que je suis arrivé à Saint-Vallier, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, tout le monde me parle des Nouvelles Galeries. Tu te rends compte, avant c'était mieux, il y avait les Nouvelles Galeries. Au bout d'un moment, quand même, ce truc des Nouvelles Galeries, ça me trottait dans la tête. Je dis, mais c'était où les Nouvelles Galeries? Faites-moi voir où c'était. Les Nouvelles Galeries à Saint-Vallier, elles ont fermé il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Et les gens en parlent encore aujourd'hui avec une nostalgie qui dit « Oui, mais tu te rends compte, c'était mieux avant ». Des gens de 40 ans qui me disent « Il y avait les Nouvelles Galeries, c'était mieux avant ». Eh bien, ce sentiment-là, je le dis sous cette forme de boutade qui nous fait sourire, mais ce sentiment-là, il est d'une violence absolue.
Et quand on ne répond pas à ces problématiques, François les connaît très bien, il y a beaucoup travaillé aussi du commerce de proximité, de ces commerces de centre-ville, d'accès aux soins, d'accès aux services publics, d'accès à l'école, de capacité aussi de pouvoir sortir du territoire dans lequel on est né, dans lequel on n'a pas forcément choisi de naître, mais dans lequel on a l'impression qu'on ne peut pas sortir. Cette forme d'assignation à résidence qui est amenée dans une certaine forme du pays. C'est à ça que nous devons répondre. Et je crois que cet atelier doit apporter des pistes, des réponses et des réflexions sur ce sujet. Merci Pierre. Et merci d'avoir parlé du mouvement des Gilets jaunes, parce que je vous avoue que moi, je n'étais pas en bureau national à l'époque, j'étais juste en réunion de section, et je crois que j'ai vécu un des moments les plus mortifiants de ma vie de militante, parce que je me suis retrouvée avec des amis, des copains, des camarades, qui se sont mis à faire des poncifs sur mes copains, sur mes camarades de lycée, sur ma famille, sur mes amis, sur les gens que je vois quand je rentre. J'en profite pour vous conseiller un excellent petit bouquin d'un sociologue qui s'appelle « Ceux qui restent » et qui traite justement cette question du rapport entre ceux qui restent dans ces territoires et ceux qui partent, et comment se construit ce malaise, parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes que nous n'avons pas traitée, maltraitée, que le gouvernement a méprisée et qui n'est pas soldée. Et en fait, cette colère, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle n'est plus sur les ronds-points, elle ne bloque plus les routes. Mais il y a encore des gens, aujourd'hui, qui ont toujours leur gilet jaune sur le pare-brise arrière, bien en évidence sur leur siège. Et en fait, ça les travaille, c'est pas parti. Et ça nous travaille. Ça reste structurant d'une partie de nos territoires, et ça dit quelque chose de ce malaise. Et moi, vraiment, quand on m'a proposé de présenter cette table ronde, j'ai des copains qui m'ont dit « N'y va pas, vraiment, tu vas te prendre un truc sur Twitter, ça va être affreux, n'y va pas, évite ». Et moi, j'avais envie de venir parce que je pense qu'il faut qu'on règle ce malaise. Et je me tourne vers Delphine, parce que Delphine, quand on a préparé cet atelier, elle m'a dit, d'abord, moi, je suis une beauf, très tranquillement, c'était très drôle. Et surtout, elle m'a décliné 3 profils qui sont hyper intéressants, donc j'aimerais bien que tu nous parles. Alors oui, effectivement, moi, contrairement à toi, mon moment le plus mortifère, ça a été le moment où mes camarades se sont rendus compte que je participais à cette table ronde. Ils m'ont dit, mais tu vas pas y aller. Parce qu'effectivement, je suis la beauf. Je suis désolée, Pierre. Je joue à la pétanque, pas trop mal. Alors, je bois pas de Ricard. Moi aussi. Voilà. J'écoute de la variété française. Du coup, je me suis même demandé si j'allais pas vous chanter les lacs de Connemara, histoire de vraiment le faire, vraiment. Et puis non. Alors, j'ai grandi dans un quartier populaire. Je vis aujourd'hui dans le périurbain. Et d'ailleurs, depuis que j'ai commencé à travailler, à partir du moment où j'ai quitté Paris, j'ai toujours vécu dans le périurbain et jamais dans les centres-villes, par choix. Par choix de cette petite ville que tu décris, celle qui avait ces petites galeries à Fayette, comme tu dis. Ce village à la Pagnole dont en fait tous les Français rêvent encore et qui n'existe plus, ou qui existe quasiment plus. Moi aujourd'hui, je vous décris la beauf qui joue à la pétanque, qui tricote pas mais qui coud. Alizée, elle tricote, on en parlait en rigolant. Et mes parents, comble du summum du truc, ils vont dans le même camping depuis 40 ans. Alors vous imaginez. À côté de ça, je me moque et je parle 3 langues couramment, j'écoute culture, je sais qui est Schiele et j'ai un diplôme de journalisme. Et c'est vrai que quand j'ai lu le titre, je suis désolée, j'ai senti de la condescendance. Voilà. Et plein de mes camarades ont senti de la condescendance et je suis ravie finalement de participer à cette table ronde parce que y a pas cette condescendance. C'était juste de la provocation et je suis ravie de le savoir. Voilà. Oui, je te décrivais 3 types de périurbains parce que quand je croise mes voisins, je me demande toujours est-ce qu'ils sont là par choix, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix ou est-ce qu'ils ont juste grandi là. Et effectivement, moi je décrirais 3 types de périurbains. Le périurbain choisi, ceux dont parlait Jean-Yves, ceux qui voulaient une maison avec un jardin, avec la balançoire au fond pour les enfants. Mais tout cela, c'est des gens qui sont aujourd'hui condamnés à utiliser leur voiture. Et du coup, le rêve qu'ils avaient devient presque cauchemar, encore plus aujourd'hui avec le prix de l'essence qui augmente. Et ça crée de la frustration chez ces gens qui avaient choisi cette vie.
Après, il y a ceux qui n'ont pas choisi, c'est ceux que moi j'appelle le périurbain contraint. C'est tous ces gens qui adoreraient vivre en centre-ville, mais qui n'en ont pas les moyens, mais qui ont assez de moyens pour ne pas vivre dans les quartiers populaires. Et eux, eh ben, ils se disent que peut-être qu'ils vont trouver le village à la Pagnole, et puis à la fin, ils trouvent des villages dortoirs. Et ben, quand on vit dans un village dortoir, on n'a pas envie de s'investir dans la vie du village, et c'est un cercle vicieux, en fait, parce que qui ne s'investit pas fait que ça reste un dortoir. Les troisièmes, c'est le périurbain subi, moi je les appelle comme ça. C'est les vieux habitants de ces villages, ceux qui sont là depuis toujours. Et eux, ils n'ont pas choisi tous ces gens qui arrivent autour d'eux. Ils sentent la vie de leur village de Pagnole qui s'échappe, qui leur échappe. Et en plus, le pire dans tout ça, ils n'ont plus la sensation d'être chez eux. Ils le disent, en plus. On n'est plus chez nous. Et leurs enfants pourront même plus s'installer dans ces villages-là, qui sont devenus des villes, parce que mathématiquement, tous les nouveaux arrivants ont fait augmenter le prix du bâti. Et je pense que c'est à ces colères, à ces frustrations, à ces sensations de ne plus être chez soi pour ces derniers qu'il va falloir répondre, qu'il faut répondre absolument. Voilà. Je me tourne vers toi maintenant, Stéphane. Tu es député, tu vas nous parler de ton territoire. J'ai envie de te dire, pour toi, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est quoi qui fait, c'est au-delà de ces trois profils, c'est quoi qui fait que finalement il y a un malaise et c'est quoi les problématiques qu'il faut qu'on traite ? Alors, bon, beaucoup de choses ont été dites déjà sur le contexte et effectivement ce qui conduit à ce malaise, mais peut-être revenir quand même sur un certain nombre d'évolutions et qui, à mon sens, ne vont faire qu'aggraver, dégrader la situation si on n'y trouve pas rapidement des solutions. Ce périurbain, pour beaucoup, c'était un rêve ou une espérance et qui s'est traduit par... un rêve non seulement qui ne s'est pas réalisé, mais qui plus est, qui pour certains vire au cauchemar. Et tout cela risque de se dégrader avec l'évolution de notre société. Ça a été très bien évoqué par Jean-Yves, avec la question du changement climatique et de la nécessité à agir en faveur de la transition énergétique et écologique. Je pense à la question des déplacements. Le tout-voiture, on le sait, doit cesser pour les raisons que l'on connaît. Cette dépendance aux fossiles doit aussi évoluer. Sauf qu'il ne s'agit pas de décider de la mise en place des zones à faible émission dont on comprend bien l'intention sans qu'il n'y ait derrière de dispositions et de propositions d'alternatives pour ces gens. Quand je disais ça vire au cauchemar, c'est que des gens qui ont fait le choix de vivre à proximité, alors plus ou moins proche de la ville, mais qui aujourd'hui n'ont pas de solution de déplacement collectif. C'est Pierre qui évoquait le sujet des gares, des TER. Non mais enfin, moi, sur mon territoire, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, les lignes, non seulement ont été fermées, impossible de les faire rouvrir, et il n'y a aucune proposition alternative. Donc, ce sentiment qu'ont les gens d'abandon va se dégrader dans ce contexte-là. Et puis, il y en a un autre qui est... On parlait des services publics. Jusque-là, la question des services publics, c'était un sujet qu'on abordait uniquement que dans les territoires ruraux. Alors, pour vous décrire, moi, je suis député de Haute-Vienne, mais avant d'être député, j'étais maire d'une petite commune de 600 habitants au sud de Limoges. Et c'est vrai que chez nous, déjà, la disparition des services publics, ça fait longtemps qu'on l'a subi, mais sur les territoires périphériques d'une ville moyenne comme Limoges, on ne subissait encore pas cette pression-là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité pour les gens et qui les conduit à devoir, là encore, se déplacer. Donc je crois que c'est un sujet sur lequel il faut aujourd'hui qu'on apporte réponse. Services publics, services de proximité. Se pose la question du ZAN, parlons-en. Je pense que, alors, pour beaucoup, c'est un terme barbare, je pense, le ZAN qui va pas dire grand-chose, c'est le zéro artificialisation nette, qui va faire que demain, les possibilités, enfin c'est déjà le cas aujourd'hui, mais les possibilités de construction sont extrêmement limitées, mais qui se traduisent de fait par une inflation et une flambée du coût de l'immobilier et du coût des terrains, donc qui
va conduire encore plus aussi à ce mal-être. Et puis il y a la question des médecins. Je ferai écho au travail qu'on a conduit à l'Assemblée avec Guillaume Garot. Tant qu'on n'aura pas réglé la question de la présence aussi de professionnels de santé sur l'ensemble des territoires, voilà, ça aussi c'est un sujet transversal, mais qu'on retrouve aujourd'hui sur des territoires où on ne vivait pas ces situations, et notamment les territoires périurbains. Merci Stéphane. Avant de donner la parole à François, magie du direct, je salue Nora. Bienvenue Nora, qui est notre députée européenne, qui n'était pas prévue sur cette table ronde, mais qui est apparue comme par magie. Et finalement, on l'a presque, au moment de la préparation, on t'a presque invoqué, puisqu'avec François, on évoquait le rôle de l'Europe aussi sur ces territoires périurbains. Mais avant d'enchaîner, je me tourne vers votre super porte-parole pour savoir si nous avons déjà quelques questions. Venez. Dites-nous tout. Bon, mais merci. On a une question d'un camarade qui est par là, qui se demande comment lier les milieux où la voiture diminue, c'est-à-dire les centres-villes où on fait diminuer la voiture, et les lieux où la voiture est nécessaire, c'est-à-dire les milieux périphériques et périurbains, puisque pour se déplacer, elles sont nécessaires. Donc comment on fait pour lier, si je sais bien cela, si je ne me trompe pas, ces deux milieux-là? Voilà, tout simplement. Et on a une autre question d'une camarade qui demande à notre chère intervenante comment jugez-vous les critiques faites à Anne Hidalgo par rapport à sa politique face à la place de la voiture dans les villes à Paris? Merci. On sent que la voiture est un sujet qui vous travaille. La suite des questions? Donc moi de mon côté, donc j'ai deux questions. Donc quelle est la signification du terme beauf et comment peut-on l'assimiler? Et la seconde, donc on parle souvent de la France périurbaine en termes de classe, de pouvoir d'achat. Est-ce que ce ne serait pas non plus la France de ceux qui n'ont pas le temps, étant donné qu'ils sont sur la route, et par conséquent la France qui attend qu'on leur libère du temps? Et Alizé? Et du coup, moi, je crois qu'on a une dernière question. Là aussi, vas-y. Merci. Et on a une autre camarade qui demande pourquoi est-ce qu'on parle toujours des beaufs et pas des élites parisiennes qui sont aussi problématiques. Et beauf, on peut être les deux. Alors du coup, j'ai une première question qui est, la vraie question ne serait-elle pas, la France des grandes villes ne serait-elle pas celle des condescendants trop gâtés par la concentration des emplois, les mieux rémunérés, l'offre complète de mobilité, la complétude des services publics? Et j'ai une deuxième question qui est plus ciblée pour Pierre. Du coup, avec les politiques de Macron qui ont tendance à porter atteinte aux collectivités territoriales, comment aujourd'hui défendre cette France périurbaine des beaufs? Qui veut répondre en premier? Vas-y, Delphine. Alors pour ma part, pour ce qui concerne la place de la voiture à Paris, je serais ravie dans toutes les agglomérations qui ne sont pas Paris de pouvoir bénéficier des mêmes transports collectifs que les Parisiens et donc de ne pas avoir besoin de ma voiture. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, j'habite à 10 km de Toulouse aujourd'hui. Je suis donc dans la première couronne. Je ne touche pas Toulouse, je suis séparée par la Garonne. Si je veux aller en centre-ville en transport en commun, j'ai un bus toutes les demi-heures. Il me faut 45 minutes pour aller en centre-ville. Ou alors j'ai le tramway qui n'a même pas sa voie à lui tout seul sur toute la ligne. Donc en fait, c'est une voie partagée avec les voitures. Ça, c'est pour répondre sur vraiment le sans voiture. Moi, j'en rêverais, franchement. Je perds du temps dans ma voiture, je perds des points dans ma voiture, je fais le chauffeur de taxi pour mon fils dans ma voiture. Donc, en fait, s'il y avait des métros et des RER métropolitains partout, je serais la première ravie. Donc, voilà pour ce qui est de Paris. Je crois que François, tu voulais répondre. Oui, non, à cette étape du débat, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, ce qui a été démontré, c'est qu'il n'y a pas de France périurbaine.
Il y a des France périurbaines. Il y a des territoires, avec, je vais y revenir dessus, avec des spécificités sur lesquelles il faut travailler. Bon. La deuxième chose, j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas de beauf. C'est quoi le beauf? Alors, effectivement, c'est la définition. C'est pétanque, pastis, barbecue. Je suis mal barré. Voilà, bon. Et ça, non, mais ça suppose y compris que, à gauche, tout particulièrement peut-être, parce que c'est l'autre sujet, on sache réapprendre une certaine culture du respect et pas du mépris de catégories de population ou de globaliser les populations. Voilà. On connaît, on sait, ah si, il faut mener des combats. Moi, je combats contre les racistes, mais enfin, j'en connais en milieu urbain. Je combats contre le sexisme, mais j'en connais aussi en milieu urbain. J'allais dire, il y a une définition, je combats les cons en général, mais la définition est déjà légèrement plus subjective. Bon, donc après, il y a des appréciations un peu particulières. Mais je pense que voilà, ce respect des cultures, des territoires, des histoires, ça doit faire partie aussi de notre comportement politique. Parce que c'est là que j'en viens à l'histoire de la voiture, justement. Moi, il se trouve que j'ai vécu en milieu urbain, très urbain, et donc là, j'avais plus de voiture. Voilà. Et maintenant, je me partage entre un territoire très urbain, la ville de Marseille, où on trouve beaucoup de très très vieilles voitures. Voilà. Et donc, problème des ZFE et ainsi de suite. Bon. Et je vis le week-end à côté de Nîmes, à 10 km, où là, j'ai de très très belles voitures. Bon. Mais sur des territoires où, effectivement, il n'y a pas de transport en commun suffisant pour pouvoir assumer les tâches du quotidien. Mais je vais aller plus loin. Je ne crois pas qu'on réglera la situation en augmentant les transports collectifs. Il faut les augmenter. Voilà. Enfin, on ne va pas coller à Nîmes un métro qui va aller jusqu'à Alès. Voilà. Bon. Donc, il y a un moment, la prise en compte de la voiture individuelle doit se faire. Bon, et la réponse, ça ne peut pas être effectivement de dire, bah, écoutez, il faut vivre comme un milieu urbain. Donc tout le monde en vélo, à manger des produits du terroir et ainsi de suite, parce que ça n'existe pas. Voilà. Bon. Donc la réponse sur la voiture, bah, c'est la voiture propre. Bon. Et arrêter quelque part de fixer, de dire dans la tête des gens, oui, mais un jour on aura la disparition de la voiture. Parce que j'en amène une deuxième notion, c'est que la voiture, c'est une contrainte, mais ça peut être un plaisir. Je suppose qu'il y en a dans la salle des gens qui, comme moi, aiment bien conduire. Bon, voilà. Et que cette notion-là, je veux dire, la voiture, c'est aussi la liberté, c'est aussi l'autonomie, c'est aussi l'indépendance. Moi, quand j'étais jeune, le premier but dans la vie, c'était d'avoir une voiture parce qu'on gagnait son indépendance. Bon. Donc, il faut le prendre en compte, voilà, dans notre façon de réagir en politique. Après, il y a quand même des spécificités. J'en ai cité une. Cette question des mobilités, elle est majeure. Bon, et elle s'analyse territoire par territoire. Il y en a une autre, j'allais dire, ça devrait être plus classique pour nous à gauche. C'est la question sociale. Quand on a fait en 2014 la géographie prioritaire de la politique de la ville, l'objectif pour moi, c'était qu'on identifie les poches de pauvreté dans les territoires urbains. Et il se trouve qu'on a commencé à le faire sur toutes les villes de plus de 5000 habitants. Donc on a largement dépassé les territoires classiques de la politique de la ville. Et je me souviens avoir été voir François Hollande en lui apportant un livre où il y avait toutes les photos aériennes de toutes les villes de plus de 5000 habitants avec les poches de pauvreté. Et du coup, tous les centres-villes en dehors des métropoles avec des concentrations de pauvreté, donc avec la paupérisation, la perte la chute du commerce et ainsi de suite, et tout ce que ça signifie pour des territoires comme celui-là. Et ça suppose du coup qu'on ait des politiques spécialement ciblées. Il y a la politique de la ville pour les quartiers, il y a beaucoup à faire, c'était l'objet d'une table ronde hier, il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Il y a besoin de politiques nationales ciblées sur ces territoires, mobilité, concentration de pauvreté, commerce, et ainsi de suite. Voilà. Et il y a deux sujets quand même que je vais aborder, même si on pourrait en parler pendant des heures. Le problème, c'est qu'une partie de nos politiques publiques nationales ne sont pas du tout adaptées. Voilà. Il n'y a pas de ministère qui gère ces problèmes-là. Il y a eu une tentative avec le ministère de la Cohésion des Territoires au début du premier quinquennat Macron, voilà, qui n'a pas sorti grand-chose finalement. Si, il y avait un plan qui s'appelait Action Cœur de Ville pour la revitalisation des centres-villes. 5 milliards d'euros qui ont été affichés.
Bon. Sur les 3, voilà, c'était un vrai plan gouvernemental comme on sait les faire. C'est-à-dire que sur les 5 milliards, il y avait 3 milliards 500 millions, c'était des crédits bonifiés de la Caisse des dépôts. Ensuite, il y avait 900 millions, c'était Action Logement. Il y avait 0 crédit d'investissement de la part de l'État. Voilà. Donc ce plan, c'était juste de la fumisterie. Il n'y a même plus maintenant de ministère de la cohésion du territoire. Donc là, il y a un vrai problème des politiques nationales sur comment on arrive à territorialiser, et dans chaque ministère, des politiques publiques spécifiques. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait des responsables politiques qui portent ça au niveau d'un gouvernement. J'amène une deuxième réflexion, qui pourrait faire l'objet d'un débat tout entier, c'est qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ce qu'on a fait sur la question des intercommunalités, des métropoles, et là, plus particulièrement dans ces territoires hors métropole, sur les communautés d'agglomération. On est passé d'une logique qui était une logique de mutualisation et de complémentarité à une logique de subsidiarité. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous avez des maires qui sont le premier rempart, voilà, qui, lorsqu'ils sont confrontés à un problème, sont obligés de dire que c'est à cause de l'intercommunalité. Voilà. Et des intercommunalités qui, bien entendu, disent que c'est la faute des maires. Voilà. On a quand même créé des choses qui font que petit à petit le pouvoir s'est éloigné, et la capacité d'agir, y compris localement, s'est éloignée. Donc là-dessus, je pense que on devrait revisiter tout ça. Et c'est la même chose d'ailleurs à l'intérieur des métropoles, voilà, où tout d'un coup, on a créé à la fois entre guillemets, une classe politique métropolitaine et une administration intercommunale qui ne voit jamais le citoyen, bon, et qui considère qu'elle doit faire ça à la place des communes. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un des éléments qui a tiré vers le bas un certain nombre de territoires. Moi, je voudrais compléter par rapport aux quelques questions qui ont été posées rapidement et en style un peu télégraphique. Comme vous êtes là nombreux dans la salle à vous intéresser sur ce sujet du périurbain, je pense que pour la plupart, vous devez peut-être, j'essaie de regarder les uns et les autres que je connais, en venir pour certains, ou en tout cas y avoir sans doute vécu. On peut faire le sondage. Qui vient du périurbain ici? Levez la main, s'il vous plaît. Non, c'est pas... Et on l'a défini juste tout à l'heure. Ouais, non, mais ça va, c'est pas tant que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux répondre à une question que je ne veux surtout pas qu'on élude. Il y a eu la question qui a été donnée sur les grandes villes. Jean-Yves l'a dit, et je veux le dire très clairement. L'idée de ce débat, c'est pas d'opposer, et mon idée, c'est pas d'opposer les grandes villes, les métropoles, aux périurbains ou aux zones rurales. Sinon, on n'a rien compris. Hein. Parce qu'en fait, en réalité, il y a quand même quelque chose aussi qu'il faut qu'on se mette en tête. Moi, je suis maire, président d'intercommunalité, conseiller départemental. Je coche beaucoup de cases négatives dans ce qu'on a décrit. Et cumulard en plus. Mais bon, ça, on ne se refait pas. Les maires disent souvent ça. Ils disent oui, mais dans les grandes villes, c'est un discours convenu. Tout à l'heure, j'avais un rendez-vous avec le maire de Lyon. On a évoqué tout un tas de sujets. Le maire de Lyon, il a des difficultés extrêmement grandes. On a une paupérisation des grandes villes, des métropoles qui est très grande. On a des gens en difficulté. La vie n'est pas toute rose dans les grandes métropoles françaises. Hein. C'est pas ça qu'il faut dire. Et d'ailleurs, c'est pas la thématique. Donc, je voulais répondre aussi à ça par cette réponse-là de manière très claire. Si on est dans une opposition, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que le rôle des socialistes, je l'ai dit dans un débat précédent dans lequel j'étais sur la question qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui est la question de l'antiracisme en France, je pense qu'on doit réfléchir et construire un modèle qui est le modèle de société et de vivre ensemble qu'on veut collectivement, quel que soit l'endroit dans lequel on vit, dans lequel on est né, quelle que soit notre couleur de peau, etc. Et que ça, c'est la raison même des socialistes. Sur la question qui a été posée des élites parisiennes, j'arrive même pas à les définir comme ça, les élites parisiennes, parce que j'ai envie de dire à celui qui me posait la question, on est le 26 août et les élites qu'on appelle dites parisiennes, elles ont passé tout l'été généralement chez moi ou pas très loin de chez moi dans le Luberon ou chez François Lamy. Et donc en fait, une grande partie de leur vie, elles vivent pas à Paris. Donc ce sont les élites peut-être tout court qui peuvent porter un discours condescendant et qui, quand elles rentrent de leurs vacances d'été dans le Luberon, disent quand même c'est sympa, mais comment vous faites pour vivre ? Et bien c'est ça la condescendance, c'est ça en fait le mépris que je disais tout à l'heure quand ils regardent l'espèce de France des beaufs en disant c'est quand même joli chez vous, c'est ce que tu disais sur le village de Pagnol. Ah c'est sympa, on est allé à la fête du village, moi je suis allé, Sébastien je sais pas s'il est venu, j'espère qu'il est là parce que j'arrête pas de lui rendre hommage, moi j'ai fait la fête du village de Picarou le 15 août, c'est épique hein, je vous garantis qu'il faut pas craindre de boire du Ricard hein, parce que si vous craignez le truc... Et donc en fait ça fait un espèce de truc un peu nostalgique ce que tu disais, le truc de Pagnol, mais en fait François l'a dit.
Il y a des gens qui aiment ça. On est dans un truc où, pareil, on n'oppose pas les systèmes, on n'oppose pas les modèles. Et je crois qu'il y a aussi un élément déterminant. Et je vais m'arrêter là-dessus pour remettre un peu de l'eau au moulin de ce débat. Dans nos réponses politiques, François disait la nécessité de ne pas être méprisant dans l'expression. Et c'est aussi la raison de l'intitulé provocateur de cette table ronde. Le mépris qui peut être affiché dans les politiques publiques qui sont déclinées, dans les réponses qui sont données, etc. Et je le disais, la France périurbaine, elle est diverse selon les gens. Il y a des gens qui aiment d'autres trucs et d'autres qui n'en aiment pas. Mais il y a un élément central qui a été décrit par notre ami géographe tout à l'heure. C'est que pour beaucoup, cette France dite périurbaine, c'est une France de maisons individuelles. Il y a assez peu de grands ensembles. C'est en fait finalement ce qu'on a défini en France, les géographes l'avaient appelé comme ça, le modèle Giscard. Le modèle Giscard, c'est une maison individuelle, 2 gamins et un chien. Non, mais je vous la fais. Mais c'est ça. Et un SUV. Et après, c'est devenu un SUV, etc. Mais donc, les gens ont vu ça aussi comme une volonté de réussite sociale, un mythe constructif de la réussite sociale. Et dans ce mythe, il y avait quoi? Il y avait la baraque, le petit jardin. On se sort un peu de la ville par choix, parce que certains l'ont fait, d'autres l'ont subi, d'autres l'ont fait, etc., par volonté. Le premier truc qu'on achetait dans sa maison, c'était le barbecue. Non, mais je le dis parce que c'est des thèmes qu'on aborde et qui sont abordés dans le débat politique. Mais quand Sandrine Rousseau met sur la table un sujet qui est fondamental sur la consommation de viande et sur le fait que tous ici, on mange beaucoup trop de viande et que demain, pour le modèle de transition écologique et pour la protection du vivant qu'on veut faire, il faut qu'on consomme beaucoup moins de viande que ce qu'on en consomme, mais qu'elle le prend par l'angle du barbecue, eh ben on se met dans un corner et on se fait shooter clairement. Parce qu'en fait, les gens considèrent que leur petit plaisir du week-end, quand ils ont bossé toute la semaine et qu'ils se retrouvent en famille ou avec des amis dans leur maison et qu'ils allument leur barbecue, eh ben c'est le plaisir d'allumer le barbecue et qu'ils ont l'impression que nous, la gauche, on veut leur interdire le barbecue. Et de la même manière sur la question de l'eau, puisqu'on peut faire la question aussi sur la transition écologique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur la question de l'eau, plutôt que de dire on a un problème sur l'agriculture qui va pomper beaucoup trop d'eau dans les nappes phréatiques, etc., on dit aux gens qui ont économisé toute leur vie, qui se payent un crédit de dingue pour avoir un petit bout de piscine au bout de leur jardin, on va supprimer les piscines. Mais si nous, on est de gauche et qu'on dit des trucs comme ça, mais on est dingue. On va dans un mur et on se plante complètement. Et de la même manière, quand après, derrière, on vient porter des discours, là aussi, trop moralisateurs sur la question de la voiture, on mélange les débats. Et tout à l'heure, il y a eu une question et une intervention sur la question, par exemple, des ZFE. Mais dans le périurbain, les ZFE, franchement, ça nous touche assez peu. François l'a dit, en réalité, ça touche pour ceux qui sont en proximité immédiate. Mais le problème de la ZFE, pour certains, et les métropoles sont en train de le régler, c'est que François l'a dit, les voitures en critère 4 ou en critère 5, qui demain pourront plus rouler, elles ne sont pas à Saint-Vallier. Hein. Elles sont très peu à Saint-Vallier, parce que quand vous faites 20 000 km par an avec votre voiture, vous ne roulez pas en Clio qui a 25 ans. Et vous vous êtes, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, endetté à 500 balles par mois avec votre crédit pour payer la voiture. Donc il faut aussi que nous-mêmes, on soit dans la réalité. Et justement, dans les politiques qu'on doit mener, je conclue là-dessus, ce que je crois déterminant, c'est qu'on doit porter des actions et des propositions qui sont cohérentes avec ce qui est fait. Je prends un dernier exemple qui était en complément de ce que disait François. Quand ils ont arrêté le dispositif Cœur de Ville, ils ont créé un super dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain. C'était l'invention. Je me rappelle, le ministre a expliqué, vous allez voir, ça va être génial, on va injecter du fric, ça va repartir, tous les commerces de centre-ville vont repartir. Il y avait des ministres qui expliquaient ça en ribambelle, qui n'étaient jamais venus dans des territoires où les zones commerciales avaient remplacé le commerce de centre-ville, et ils disaient « Petite ville de demain, vous allez voir ». Et alors, donc, toutes les mairies, on a répondu à « Petite ville de demain », et on est devenu « Petite ville de demain ». Moi, Saint-Vallier, je suis devenu « Petite ville de demain ». Et puis, un jour, j'ai eu rendez-vous avec le préfet, je lui ai dit « Au fait, Petite ville de demain, comment ça se passe ?» Il me dit « Monsieur le maire, je suis désolé, il n'y a pas de crédit ». Mais oui, mais de toute façon, qu'il y ait du crédit ou qu'il n'y en ait pas, faire venir, mon ami Stéphane Ravaclé qui est là, faire venir une boulangerie, c'est pas un crédit d'État qui fera venir une boulangerie dans un petit village ou dans un commerce ou dans une ville moyenne. C'est l'attractivité, c'est la dynamique qu'on doit donner. Et donc, je crois fondamental qu'on adapte en réalité les réponses politiques qu'on donne à la réalité de vie. Et je crois que c'est vraiment aussi dans la posture. Et vraiment, ce sera mon dernier mot, parce que je suis très long, je suis désolé, mais vous voyez que ce sujet me passionne, je pourrais en parler pendant des heures et des jours. On se doit aussi de ne pas faire du misérabilisme. Je le dis, s'il y a des élus, des camarades qui vivent dans ces territoires dits périurbains qu'on est en train de définir. La France dite périurbaine,
moi, je suis fier de ce territoire. Moi, je suis fier de mon territoire. Je suis fier des habitants. Je suis fier de la dynamique économique qu'on a construite. Je suis fier de voir qu'on arrive à porter des projets qui sont absolument merveilleux. Je suis fier de voir que dans ce pays, on a la plupart des grandes entreprises qui sont prises en exemple dans le monde entier, qui ne sont pas en réalité dans les dites grandes villes, dans les grandes métropoles, etc. Et qu'en fait, la créativité, elle est aussi dans ces territoires-là et qu'il ne faut pas croire, parce que ce serait là aussi une forme de mépris, qu'il n'y aurait qu'une réussite dans un certain nombre d'endroits dans ce pays. Et je crois que c'est aussi un appel, quelque part, cette table ronde, à un changement de logiciel et de paradigme collectif qu'on doit mettre en œuvre. Merci Pierre. Nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette table ronde, puisqu'il ne nous reste que techniquement une dizaine de minutes. Je me tourne vers les maîtres du temps en espérant pouvoir en grappiller quelques-unes. J'en profite pour vous dire de prendre les dernières questions. Et pendant que vous pouvez poser vos dernières questions à vos super porte-paroles pour qu'ils puissent nous les poser, je nous tourne vers Nora. Bonjour Nora. Je te remercie, ce n'est pas un barbecue, mais grâce à toi, la parité de cette table ronde a largement progressé. Et je me tourne vers toi parce qu'au-delà d'être au Parlement européen aujourd'hui, tu as été élu local dans le Sud. Et la problématique des villes périurbaines, tu la connais bien également. Alors oui, d'abord pardon de mon retard, mais on est en même temps sur la Convention Europe. Et finalement, j'ai 3 chiffres à vous donner. Au niveau européen, les territoires de ce qu'on qualifie périurbains ou ruraux, c'est 70% de l'Europe. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être regardé de loin par l'Union européenne et encore moins par le Parlement européen, puisque par définition, une majorité des parlementaires européens sont issus des zones périphériques et rurales au niveau européen. L'un des dispositifs sur les fonds de cohésion, qui sont donc les fonds européens que vous avez peut-être entendu parler, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, mais qui est le premier budget de l'Union européenne, eh bien, le seul et le premier dispositif qui marche, ce sont les dispositifs leaders, qui sont des projets finalement très adaptés et très flexibles et qui finalement retracent l'ingéniosité des territoires ruraux, puisqu'ils sont destinés à des territoires qu'on qualifie au niveau européen et national de ruraux. Et pourquoi il y a eu ce grand engouement sur les projets leaders? Parce qu'ils allaient au niveau français avec une politique qui était une politique d'aménagement du territoire autour, notamment des territoires de projets qu'on appelait à l'époque les pays. Et ce qui a permis, à mon sens, à certains territoires périphériques, dont le mien, par exemple, moi, effectivement, j'ai été élue arlésienne, mais habitante aujourd'hui et citoyenne de la ville d'Arles, et qui est la 3e ville du département des Bouches-du-Rhône, la commune la plus étendue de France, puisqu'elle a ce privilège de partir de la Camargue jusqu'aux Alpilles. Et pour autant, quand on négociait avec les services de l'État pour avoir un niveau de service public qui soit le même dans le village à 40 km comme dans la partie plus urbaine qui était ce qu'on appelait l'intramuros arlésien, eh bien on n'a jamais obtenu que la dotation globale de financement, la DGF, soit attribuée en fonction de la superficie des territoires. Et ça, c'est un syndrome français. Parce qu'en fait, on serait pénalisé au niveau rural si on a finalement ces communes nouvelles qu'on a appelées, qui du coup s'étendent et qu'on veut avoir la même exigence de service public, une école, un bus, propre bien sûr maintenant, mais un bus, un moyen de transport, une maison médicale, eh bien ce n'est pas pris en compte par Bercy, qui considère qu'on doit avoir, c'est le niveau de population, le nombre d'habitants, et pas la superficie qui fait l'échiquier. Et donc, l'Europe essaye de corriger ça avec les projets leaders, je l'ai dit. Et moi, dans mon territoire, ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai été évidemment élue à la politique de la ville, à l'aménagement du territoire, au développement économique. C'était un long mandat de 3 mandats consécutifs. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que
nous, on a parlé de bof, de plouc, c'est plutôt ça. À partir du moment où la ville d'Arles est sortie d'une ville populaire autour de 3 industries qui étaient les chantiers navals et la cartonnerie et la papeterie, on était autour de ces entreprises-là, et qu'on est passé à une ville culturelle et patrimoniale. Et donc, le défi économique qui était le nôtre, c'était qu'une fois que les industries étaient parties, eh bien, il fallait maintenir de l'emploi, une attractivité économique, et on s'est ouvert au tourisme. Et évidemment, on ne pouvait pas s'ouvrir au tourisme de masse, parce qu'on a le 3/4 de la commune qui est en espace protégé autour de la Camargue, évidemment. Et donc, on a fait un tourisme culturel et patrimonial avec, évidemment, les beaux patrimoines que César nous avait laissés. On n'y était pas pour grand-chose. Et à partir de là, on a été très attractif pour les Parisiens, parce qu'on était à 2h40 de porte à porte entre Paris-Gare de Lyon et Avignon TGV. Et on a vu arriver une population, plutôt d'ailleurs de gauche, qui venait investir dans le territoire, qui voulait vivre le territoire, qui voulait vivre dans le Sud, mais qui n'a jamais considéré qu'en fait, les habitants du Sud ne passent pas leur vie à l'apéro, aux fêtes culturelles, et qu'on travaille, et que les cohabitations et les problèmes d'usage, de conflits d'usage, étaient très importants, parce qu'évidemment, ils achetaient dans le centre-ville. Pour nous, ça a été une vraie révolution, parce qu'on a pu du coup réhabiliter un centre-ville qui était vieillissant, et donc ils reprenaient les hôtels particuliers, historiques de la ville, ils les mettaient aux travaux, puis ils s'installaient, puis ils avaient des associations culturelles, ils emmenaient un rayonnement, mais en même temps ils étaient un peu en vacances toute l'année, pendant que les travailleurs comme nous, on se levait à 6h, on allait déposer les enfants à l'école, on ne pouvait plus circuler, et ils avaient évidemment des injonctions assez permanentes sur notre déficit d'équipement écologique. Et honnêtement, ça, c'est, je crois, peut-être ce que je mettrais, moi, pas dans bof, mais ce sentiment un peu de distance qu'on peut avoir entre les gens de la ville, entre guillemets, et les gens de la partie rurale. Alors, ce qui a donné un temps assez intéressant, c'est que quand on a eu la création de métropole d'Aix-Marseille, la métropole la plus intégrée de France, qui concerne 92 communes sur les 129, eh bien, les Arlésiens, comme Astérix et Obélix, se sont battus pour rester dans un périmètre rural et rester sous l'échelon du pays et ne pas rentrer dans la métropole, parce qu'on croyait très peu à la théorie du ruissellement. Et on a organisé un référendum populaire, citoyen, avec l'ensemble des 29 communes, qui a amené les gens à aller aux urnes, quel que soit d'ailleurs leur horizon politique, pour défendre le fait que leur territoire, eh bien, ils en étaient fiers, et ils ne souhaitaient pas être dans une grande mégapole sur laquelle ils auraient perdu et leur identité et la main sur leur aménagement du territoire. Et ça a du coup donné beaucoup de débats avec Macron et à l'époque Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, puisque ça a donné la loi 4D avec l'idée de la différenciation. Et donc on est assez fiers, le Pays d'Arles, d'avoir porté ce débat-là au niveau national pour permettre maintenant au territoire de se différencier. Et pour l'Union européenne, se différencier, ça veut dire aussi utiliser les fonds européens. Et comme je le dis toujours en conclusion, j'appelle tous les maires qui sont dans la salle, tous les élus et tous les acteurs de venir déposer leur dossier de demande de financement à l'Union européenne, parce que de l'argent, il y en a pour les territoires, et c'est peut-être l'un des pays qui l'utilise le moins, parce que souvent on a peu d'ingéniosité, ou alors on a un État qui promeut très peu l'apport européen, qui doit être majeur, notamment sur la mobilité et le développement économique. Avant de prendre la dernière salve de questions, je vais vous demander d'applaudir vos porte-paroles qui ne se sont pas ménagés et qui permettent de faire de cet atelier dense et vaste sur le sujet un atelier qui soit un peu participatif, même si évidemment on aurait toujours espéré qu'il le soit davantage. On m'entend ? Ah si, c'est bon. Je tiens à rappeler que je ne fais que retranscrire les questions qui me sont posées. C'est un préalable. Tout d'abord, il y en a plusieurs. Tu fais peur. Oui. Quel loisir et comment étudier pour les enfants dans la France périurbaine ? Et un camarade m'a expliqué qu'il faisait aussi le chauffeur de taxi et que, selon lui, il fallait éviter que ce soit une malédiction, les loisirs et l'étude dans la France périurbaine. Il y a une question qui nous vient tout droit de la Seine-et-Marne, qui nous parle du coût des transports. Le coût du déplacement dans le périurbain est élevé, notamment dans les métropoles. Il est plus cher de vivre dans ce milieu, le milieu périurbain, que dans le milieu urbain.
au vu de ce coût du transport, et notamment le pass Navigo qui a récemment augmenté. Donc comment faire pour baisser le coût des transports, et notamment ne la pas question... voter Valérie Pécresse en Ile-de-France. Non, pardon. Ouais. Et notamment la question du pass Navigo. J'en ai encore quelques-unes, rapidement. Un camarade qui vous pose la question à toutes et tous les intervenants. Quelle différence faites-vous entre la France des bobos et la France des bobofs ? Il y a 2 questions à destination de Pierre Jouvet, précisément. Donc je retransmets seulement les questions. Pierre Jouvet, que vient faire les élites parisiennes dans vos propos dans Le Parisien ? Cher Pierre, as-tu un compte à régler avec la maire de Paris suite au sénatorial ? Est-ce la guerre des rats ? Rat des champs, rat des villes. Et une seconde question aussi à destination de Pierre. Le terme de bof a-t-il sa place dans ce débat politique ? Pourquoi donner des bâtons pour nous faire battre ? Et je crois qu'il y a une dernière question, tout à fait, il y a une dernière question. Quel est le lien entre désindustrialisation, télétravail et périurbain ? Donc il y a beaucoup de questions. Voilà. Je ne fais que les retranscrire. Donc de mon côté, est-ce que les conducteurs de SUV, propriétaires de gros chiens et de belles maisons pourraient-ils voter pour une gauche ? Et la seconde, est-il vrai que les fonds européens sont très rigides dans les procédures de subvention ? Exemple, une voie verte bitumée sous condition de 3 mètres de large de bitume. Cela ne correspondait pas aux besoins des utilisateurs, mais si la condition n'était pas respectée, il n'y avait pas de subvention pour ce projet. C'est faux. Alors, prenons toutes les questions et comme ça, après, on... Vas-y. Ah, okay. Une autre... Ah. Vas-y, sois concentré. Pour Pierre Jouvet. Tu es très demandé, Pierre. Alors, pour vous, Pierre Jouvet, est-ce qu'on peut considérer que le programme de cette université d'été est la réponse définitive du parti au rapport Terra Nova de 2011 qui rejetait la coalition ouvrière ? Ensuite, une question pour tous les intervenants. Quel est votre avis sur les zones commerciales à l'entrée des villes qui ont détérioré les paysages, encouragé la voiture et contribué à la mort des centres-villes ? Et pour terminer, comment on allie France urbaine, France rurale et territoire écologique et transition écologique, pardon, excusez-moi. Alors, du coup, moi, il m'en reste 3. La première est un peu longue, les 2 autres sont plus courtes. Ne vous êtes-vous pas trompé d'intituler en parlant de France périurbaine au lieu de France périphérique, qui, selon le géographe Christophe Guilly, est la France perdante de la mondialisation qui a vu disparaître son industrie, ses services publics et plus récemment ses médecins. Sachant que dans celle-ci, il peut y avoir des territoires urbains et des territoires ruraux, et qui créent ce sentiment d'abandon qui, aujourd'hui, nourrit le vote d'extrême droite. La seconde, le covoiturage ne serait-il pas une solution pour lutter contre l'isolement et le manque de transport ? Le covoiturage ne serait-il pas une solution pour lutter contre l'isolement et le manque de transport ? Et enfin, ne pas être un beauf signifie-t-il qu'il faut avoir une Rolex avant 50 ans ? Merci à tous les 4. Qui veut commencer ? Jean-Yves, peut-être sur la France périphérique ? Oui, la question fait référence à un ouvrage de Christophe Guilly qui est très connu, même par ceux qui ne l'ont pas lu, puisque donc Christophe Guilly est géographe, essayiste, et dans un ouvrage intitulé « La France périphérique », il théorise cette opposition que j'ai contestée, vous l'avez entendu en début de table ronde, cette opposition entre d'un côté les métropoles, qui comprennent donc les centres-villes, mais aussi les banlieues populaires de grands ensembles, qu'il considère comme des territoires privilégiés, gagnants de la mondialisation, et sur lesquels il est très critique, à une vaste France périphérique, qui regrouperait environ 70% de la population, et qu'il décrit comme une France populaire, enracinée, porteuse d'un contre-modèle culturel, en gros attachée aux valeurs traditionnelles de la France, et sur la base d'un clivage identitaire, il faut comprendre le raisonnement, sur la base d'un clivage identitaire opposé à ces métropoles, qui seraient en gros des métropoles apatrides.
outre la dimension, me semble-t-il, extrêmement problématique politiquement, parce que c'est un essai politique en partie. Bon, outre la dimension politique, ça me rappelle, moi, des thématiques qui sont les thématiques d'un Barès, en gros, entre la France enracinée, la vraie France, et des populations qui ne sont pas vraiment françaises, quoi, qui sont vendues à la mondialisation, apatrides. Bon, il y a un débat là, ici, il y a un arrière-plan normatif que je trouve dérangeant. Le modèle est tout simplement faux. Alors, le livre de Guilly, si on est honnête, le livre de Guilly est intéressant, il y a des intuitions qui sont intéressantes, il identifie des phénomènes qui sont des phénomènes importants, comme effectivement cette concentration de milieux populaires ou très populaires dans les territoires périurbains, qui sont effectivement une nouveauté du point de vue de la géographie sociale et politique française, sont une nouveauté des 30-40 dernières années. C'est important de le dire. C'est important de souligner à quel point, et on l'a fait tout au long de la table ronde, je crois, ces populations sont confrontées à des problèmes sociaux et des problèmes économiques considérables. Et quelqu'un disait dans les questions qu'il est plus cher de vivre en périurbain profond qu'en milieu urbain. C'est vrai. C'est vrai, si on fait la somme de tous les coûts de cette existence périurbaine, le coût de l'acquisition immobilière, le coût des emprunts, le coût des mobilités, le fait d'avoir besoin souvent de 2 voitures, si on est 2 à travailler, si on a en plus des enfants, etc. Donc le fait d'avoir besoin de 2 voitures. Et le fait aussi de ne pas avoir accès aux équipements publics, ça c'est un sujet effectivement de réflexion pour nous, c'est-à-dire que pour vous, pour tout le monde, c'est-à-dire le fait que ces populations n'ont pas accès au même niveau d'équipement, n'ont pas accès à des transports publics. On parlait des enfants, effectivement, il y a peu de loisirs, il faut se déplacer, il faut prendre la voiture, il y a peu d'infrastructures, il y a peu de services publics, voire parfois pas du tout. Il n'y a même pas de commerce, on y faisait référence tout à l'heure, il y a des endroits où sans voiture, on n'achète pas de pain. Enfin, on peut tout simplement pas accéder à du pain, à de l'alimentation, etc. Donc, effectivement, les gens se retrouvent, pour certains, et souvent les milieux les plus populaires, c'est ceux qui sont obligés d'aller le plus loin. C'est ceux qui ont été obligés d'acheter dans les territoires qui étaient les moins chers, donc qui évidemment étaient les plus éloignés, les moins bien équipés. Enfin, tout ça fonctionne ensemble. Donc ces populations populaires se retrouvent quelque part, effectivement, parfois un peu prisonnières de ce périurbain, prises dans des formes de trappes de pauvreté, même parfois, et ont un mal fou à finir le mois, d'où les explosions de colère que peut susciter une taxe sur les carburants. Parce que quand on est à 10, 20, 30, 40, 50 euros près, voire en plus, parce qu'une taxe sur le carburant est parfaitement inégalitaire, puisqu'elle touche principalement ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour se déplacer. Donc elle surtaxe ces populations-là. Bon, voilà. Donc c'est tous ces phénomènes-là qu'il faut prendre en considération. Mais là où, selon moi, le raisonnement de Christophe Guilly, Christophe Guilly, outre sa dimension politique, que je trouve particulière, on va dire, ce qui ne va pas, c'est qu'il homogénéise ces territoires. Il fait comme si ces 70% de la population correspondaient à cette France périphérique dont il laisse entendre qu'elle vote Rassemblement national ou qu'elle votera Rassemblement national quasi inéluctablement, sur un clivage multiculturel, d'opposition aux valeurs des métropoles. Et comme disait Pierre, je crois qu'il n'y a pas... c'est tout simplement factuellement faux. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour vous donner un autre chiffre, au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron, sur les bureaux de vote périurbains, a fait 53% des voix, donc un score qui est assez proche de sa moyenne nationale, et donc devant Marine Le Pen. Donc même un second tour Macron-Le Pen, avec une très forte abstention, n'est pas remporté par la porte-parole du Rassemblement national. Donc cette représentation de la France périphérique est tout simplement fausse. Et pour dire un dernier mot, il faut ceci dit être attentif. C'est-à-dire que, effectivement, et ça a été évoqué dans les questions, les enjeux de la transition écologique se posent particulièrement, avec une particulière acuité dans ces territoires, qui sont des territoires effectivement dans lesquels la voiture est indispensable, dans lesquels toutes les mobilités passent par l'automobile, qui sont des territoires pavillonnaires, etc. Bon, effectivement, il y a un enjeu de transition écologique, mais faire payer à ces populations, qui sont encore une fois des populations qui appartiennent aux catégories populaires ou aux petites classes moyennes, faire payer à elles seules le coût économique de la transition serait probablement injuste socialement, serait stigmatisant aussi, parce que dire à des individus qui roulent avec des Clio, alors même si elles ne sont pas très anciennes, et diesel, c'est eux qui détruisent la planète, factuellement extrêmement discutable aussi, et difficile à comprendre quand d'autres prennent des jets privés pour faire des déplacements. C'est difficile de se penser que c'est avec sa Clio qu'on détruit la planète. Mais surtout, stigmatiser ces populations, c'est s'exposer à un retournement électoral du stigmate qui, lui, peut être redoutable. Parce que j'ai dit en introduction et je redis en conclusion pour ce qui me concerne que le périurbain
n'est pas Rassemblement national, mais le périurbain pourrait devenir Rassemblement national s'il était soumis à des politiques qui soient à la fois injustes socialement et stigmatisantes culturellement. Donc il faut être très attentif aux politiques, aux discours qui sont portés sur le périurbain. François, on me dit que c'est toi qui as la dure mission de répondre sur Terra Nova, sur la note, sur les électorats. La fameuse note, mais je ne sais pas si de tout le monde Terra connaît Nova. cette fameuse note de Terra Nova, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Que je vous invite à lire et pas uniquement sa synthèse. Oui, voilà, c'est ça, il faut la lire dans son ensemble. Bon, j'allais dire, comment dire, si on s'en était servi, ça aurait peut-être été au moins la preuve qu'on était en capacité à l'époque de prendre en compte non pas uniquement les questions institutionnelles, mais aussi les problèmes de politique ciblée vers des territoires. Je dois dire que ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas certain du tout que cette note ait servi à quoi que ce soit, ni dans la préparation du programme du Parti socialiste de l'époque, ni même dans la mise en œuvre après, au niveau du gouvernement, de la mise en place des politiques publiques. Mais du coup, ça me fait dire que je pense qu'un atelier comme celui-ci doit être poursuivi après dans une vraie réflexion. Parce que je pense quand même que, voilà, vous le savez, enfin vous le savez, vous ne le savez pas, je veux dire, c'est pas quand on est au gouvernement qu'on réfléchit à ça, c'est avant. Bon. Et je pense que sur ces questions de territoire, il y a des travaux de géographes, de sociologues, de choses comme ça qu'il faut pouvoir croiser, parce qu'effectivement, Guilly, il ne faut pas prendre tout Guilly, mais la seule chose, l'avantage de Guilly, c'est c'est le premier qui a dit la France périphérique. Il y a une France en dehors des métropoles, point, c'est le seul avantage. Bon, il y en avait d'autres qui avaient travaillé, Richard, il y avait Davzy, il y en a plein d'autres. Bon. Donc ça suppose quand même, de renouer avec tous ces sociologues, ces géographes, ainsi de suite, qui ont bossé là-dessus. 2, de réfléchir sur le fait que l'État n'a pas d'outils ou n'a plus d'outils pour analyser tout ça. C'est là encore la gauche qui a fait disparaître la data. Bon. Voilà. On a le seul moment où on a réfléchi un peu sur ces choses-là et on a posé des choses concrètes, c'est quand on avait un ministre du plan. De là sont nés des contrats de plan qui sont des dispositifs qui sont efficaces, des contrats de plan État-région et qui continuent à exister. Voilà. Donc, y compris dans l'organisation ministérielle, le fait d'avoir non pas un commissaire général au plan qui nous sort une note tous les trimestres et qui ensuite nous explique que personne n'a lu sa note. Bon, je pense à François Bayrou. Oui, retrouver un ministère du plan, de la planification, sur les questions écologiques, mais aussi sur les questions sociales, mais aussi sur les questions de mobilité, ça serait, à mon avis, hyper important. Et surtout, on est dans un monde maintenant où on a toutes les données, parce que la fameuse data permet d'analyser les fonctionnements des territoires et de regarder un peu. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important que, y compris la gauche, se saisisse dans les quelques années qui restent avant les élections nationales pour effectivement se doter de politiques et préparer des politiques qui soient spécifiques en fonction des territoires, qu'ils soient urbains ou périurbains, quoi. Moi, je voudrais répondre aux camarades avec sa carte Navigo, puisque visiblement les questions parisiennes, c'est pour moi. Je l'invite, ce camarade, à déménager, tout simplement, à déménager à Montpellier, au moins, parce que Michael Delafosse a rendu les transports collectifs gratuits pour tous les habitants des villes périphériques de Montpellier le week-end. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour que vous déménagiez à Montpellier, on va pas tous vous accueillir, les Parisiens, c'est pas possible. Enfin, pas les Parisiens, les Franciliens, pardon. C'est encore une fois, pour moi, l'exemple qu'on peut réaliser plein de choses de façon individuelle. Tous nos élus locaux réalisent des choses pour lutter contre ce problème de mobilité, mais contre aussi l'absence de lien social dans les villes, contre les déserts médicaux. Chacun à sa façon agit. Le problème, c'est que chacun agit individuellement et tout ça ne crée pas un récit parce que le voisin du village d'à côté ou de la ville d'à côté n'a pas accès à cette information. Conclusion, je pense que aussi tous les habitants du périurbain ont besoin de ce récit plus que de l'incarnation. Avant toute chose, ils ont besoin de ce récit.
Oui, dans la droite ligne de ce que tu viens de dire, et pour reparler mobilité. La réponse aux problématiques de mobilité, on a évoqué dans les questions covoiturage, a été évoqué le coût des transports collectifs. Il n'y a pas une réponse sur la question de la mobilité, il y a plusieurs réponses, et ces réponses, elles doivent s'adapter à la question, au contexte de chaque territoire. Et je crois que c'est ça qui est le maître mot, c'est vraiment la territorialisation des politiques, y compris impulsées par l'État. Et je te remercie, moi qui étais président de pays, d'avoir pris l'exemple des programmes leaders, puisque c'est l'exemple même de la manière dont des fonds européens s'adaptent à chaque territoire sur la base du projet que le territoire a construit. Donc le maître mot, moi, me semble-t-il, c'est la territorialisation des dispositifs de l'État. Mais faut-il un État qui veuille bien être aux côtés des territoires? Je crois que ça a été évoqué dans les questions, l'action de Macron sur la privation des moyens donnés aux territoires. Disons-le, les collectivités, aujourd'hui, n'ont plus d'autonomie fiscale, elles vivent des dotations que l'État veut bien lui donner ou des compensations par la TVA dont on ne sait pas bien demain. Les élus n'ont pas la lisibilité qu'il leur faudrait pour construire des politiques sur le long terme. Donc c'est aussi dans la réponse que l'on doit apporter des réflexions que l'on doit avoir et qui permettront aussi, quand on évoque la question des loisirs, quand on évoque la question des services aux familles, des services de garde en proximité, la rénovation des écoles, la rénovation du patrimoine, l'offre de loisirs en général, tout ça, il faut donner de la visibilité aux élus. Et là, dans les réponses aussi que l'on peut apporter, sont des choses sur lesquelles il faut que l'on travaille. Et un point qui me semble important, c'est qu'il y a une vraie différence dans la gestion territoriale quand elle est conduite par des élus de gauche et quand elle est conduite par des élus de droite. Ça, il faut le dire. Et je pense que ce qu'il nous manque aussi, c'est le partage d'expériences qui sont conduits sur les différents territoires. On a des territoires, des élus qui ont su innover et apporter des réponses territoriales adaptées aux problématiques de leurs habitants. Il faut qu'on partage plus de ces expériences, c'est un peu ce que tu disais, pour construire ce récit et avoir une réponse qui permette de sortir du contexte dans lequel on se trouve. Merci Stéphane, je pense qu'on arrive sur les conclusions. Alors, je vais faire court et répondre à quelques questions. D'abord, je vais commencer par celle de Paris, puisque finalement elle m'est posée d'entrée, c'est la plus hors table ronde, mais je vais quand même y répondre. Dans mon propos, il n'y a rien ni contre Paris, ni contre Anne Hidalgo, ni sur des règlements de compte sur les sénatoriales. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'enjeu. Et d'ailleurs, je voudrais préciser un élément, c'est que quand on parle de parisianisme, d'élite parisienne, Stéphane l'a très justement évoqué. La question, c'est pas Paris en tant que cité, en tant que ville. La question, c'est le centralisme. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a beaucoup démontré dans ce débat. François, qui a été ministre et qui nous a apporté son éclairage, qui a été ministre de la ville, l'a très bien décrit sur un certain nombre d'éléments d'ensemble. Le problème, c'est la vision qu'il y a, et c'est ça qui est défini à travers ça. Il ne faut pas qu'il y ait de méprise entre nous. Sur la question tendre le bâton pour se faire battre avec le mot bof, j'espère qu'on a répondu clairement et largement, et j'espère que cette table ronde aura justement permis de susciter des réactions, de déconstruire des pensées pour certains, peut-être de convaincre aussi certains, parce qu'on ne l'a pas dit comme ça, mais peut-être qu'ils le pensaient dans la salle en venant, que la France dite périurbaine, c'est la France des bofs. Parce qu'il y en a aussi certains qui le pensent par méconnaissance, par choix, etc. Et il ne faut pas non plus l'éluder. On le voit bien d'ailleurs dans une certaine forme de discussion qui peut parfois être mise en avant, etc. On l'a décrit et j'espère que ça a permis de déconstruire ça. Je voudrais m'arrêter plus longuement sur la question qui était posée, notamment sur les zones commerciales, sur la défiguration d'une certaine forme du paysage. Parce que ça aussi, c'est un élément très important. Il y a plusieurs chercheurs, géographes, et François l'évoquait, je veux le dire dès maintenant, on va poursuivre ce travail sur la France périurbaine, on va continuer des travaux, j'en ai parlé avec la Fondation Jean Jaurès, on va se lancer dans l'écriture d'un essai pour faire des propositions, les uns et les autres, vous serez tous invités à interroger, etc., parce que je veux qu'on creuse ça en profondeur avec des propositions très précises, justement pour répondre à la question qui était posée, comment on fait pour allier France urbaine, France rurale, France périurbaine, et comment on arrive à donner une vision d'ensemble. Mais il y a un élément important, c'est que on a aussi dans le visuel plusieurs France.
Il y a quelques années, Télérama avait titré, ça avait scandalisé, la France moche. Mais attention, hein, ça avait choqué à l'époque. Mais ça existe, il faut se le dire. Aujourd'hui, on a une France qui est une France instagrammable, une France qui est pimpée, qui est une très belle France, où on le voit, il y a du tourisme, il y a de la dynamique, etc. Et il y a une France qui a été défigurée. Il y a une France qui a été totalement défigurée par l'aménagement qui a été mené. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout le rétropédalage qui est fait depuis un certain nombre d'années, on l'a évoqué dans des termes un peu barbares pour ceux qui ne sont pas élus, quand on parle du ZAN, quand on parle des SCOT, etc., il y a des garde-fous qui aujourd'hui sont mis, sont parfois très contraignants pour les élus, mais qui évitent justement aujourd'hui de voir s'étendre trop à l'infini des zones commerciales qui effectivement ont fait beaucoup de mal, mais qui en même temps étaient aussi une forme de modernisation. Parce que n'oublions pas que dans les zones dites périurbaines, quand les premiers supermarchés sont arrivés en France, quand les premiers magasins se sont installés, pour les habitants qui n'étaient pas des habitants urbains, c'était finalement un gain, c'était une fierté, c'était une nouveauté, c'était un truc qui était inspirant et qui avait fait la fierté de ces communes-là. Donc elles sont et elles ont aujourd'hui effectivement défiguré une certaine forme de paysage. On va avoir beaucoup de travail là-dessus, notamment en termes d'aménagement du territoire demain, pour essayer de reconfigurer tout ça, pour essayer de casser aussi une part du morcellement qui fait aujourd'hui la spécificité géographique de la France, mais c'est extrêmement important. Et puis enfin, pour terminer, puisqu'il y a finalement... non, juste pardon, le covoiturage, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, ça fait partie des éléments qui sont des éléments indispensables. On a, et tu l'as rappelé justement, on a aujourd'hui des politiques publiques encore plus incitatives à mener sur la question du covoiturage, mais c'est aussi un changement d'état d'esprit et un changement de modèle, parce qu'on voit bien que pour l'instant, la question des mobilités et des déplacements est indispensable. Et je veux vraiment terminer là-dessus. Il y a une question qui est centrale, et tu l'as dit dans ton propos introductif, et je pense que malheureusement le temps défile, on ne s'est pas suffisamment arrêté là-dessus. Il y a un sujet sur une France périurbaine qui malheureusement, aujourd'hui, je l'ai dit un peu dans mon introduction, et tu l'as très bien décliné mieux que moi, une assignation à résidence. Vous savez, quand vous avez été formaté par ce modèle de se dire, il faut... Vous disiez tout à l'heure, certains par forme de provoque, à 50 ans la Rolex. Mais ce que se disent les gens, c'est il faut que je sois propriétaire, il faut que j'ai ma petite maison, mon petit pavillon, il faut que j'ai mon espace, etc. Et certains ont été prêts à tout. C'est comme ça qu'on a vu des zones pavillonnaires pousser à l'infini, où on a vu des gens aller s'enfermer dans des zones pavillonnaires. Moi, j'ai une commune, je vais vous donner le nom et l'exemple, qui est vraiment la commune la plus moche de mon intercommunalité. Je le dis, je le revendique, le maire le sait, et je le dis comme ça a été aménagé n'importe comment, qui s'appelle Saint-Rambert-d'Albon. Saint-Rambert-d'Albon, c'est à 30 minutes de Lyon. À 30 minutes de Lyon, par l'autoroute A7. Vous prenez l'autoroute A7, 30 minutes. 30 minutes, mais 60 km. Enfin, 55 km à peu près. Grosso modo, vous êtes au sud de Lyon. Les gens sont venus, ils ont quitté, pas le centre-ville de Lyon, parce qu'ils n'y habitaient pas. Ils ont quitté généralement la banlieue lyonnaise, sont venus s'installer dans cette ville, se sont endettés, ont acheté un pavillon à hauteur de 250 000 € à peu près, c'est à peu près ça les prix, sont venus, ont acheté 2 voitures, pour la femme, pour le mari ou la femme pour bosser. Puis après, les enfants sont arrivés, ont grandi, ils ont acheté une 3e bagnole pour les gamins, ils se sont mis comme ça. Ils s'aperçoivent que le matin, pour aller bosser dans Lyon, ils mettent 2 heures, alors qu'avant, ils mettaient 45 minutes. Sauf qu'aujourd'hui, parce que c'est plus du tout le modèle qu'on veut, leur maison ne vaut plus rien. Leur maison, ils n'arrivent plus à la vendre. Et ils se retrouvent complètement coincés. Et donc, ils sont enfermés dans leur pavillon, entre 4 murs. Et là, c'est ce que décrivait Jean-Yves. C'est le processus qui demain amènera au vote d'extrême droite, parce qu'ils diront mais regardez les autres qui peuvent s'en sortir et nous il n'y a rien pour nous, etc. parce qu'en plus il n'y a plus suffisamment de services. C'est à ça qu'il faut qu'on prenne garde, et c'est aussi à ces gens-là qu'on doit apporter des réponses qui sont extrêmement précises. Et puis enfin, j'espère qu'on retiendra tous de cette table ronde un élément qui, au-delà des propositions, et comme je vous le disais, elles viendront, est aussi l'état d'esprit qu'on doit mettre. Certains disaient, est-ce qu'il y a le SUV, le gros chien, la maison, le barbecue, le pastis, Sardou, tout a été évoqué. Mais ceux qui veulent aimer Sardou aiment Sardou, ceux qui ne veulent pas l'aimer l'aiment pas, ceux qui veulent aimer le pastis l'aiment, ceux qui ne veulent pas l'aimer l'aiment pas, ceux qui veulent rouler en SUV électrique c'est mieux, s'ils peuvent se le payer, ils se le payent, ceux qui veulent parce qu'ils ont les moyens de s'acheter une Rolex, ils le font. Le sujet n'est pas là, et on doit se dire qu'on ne doit pas opposer. Et je pense qu'on se doit, nous, en tant que politiques, femmes et hommes de gauche, d'assumer aussi un certain nombre de trucs. Arrêtons d'emmerder les gens.
arrêtons de donner des leçons en permanence. Soyons capables de parler de manière cohérente, de manière claire, en apportant les réponses et en disant oui, vos gamins, quelle que soit la ville dans laquelle ils habitent dans ce pays, ils pourront s'en sortir demain. Oui, demain, vous pourrez donner des loisirs, des services pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Oui, demain, quand vous serez malade, vous aurez un médecin généraliste à proximité. Oui, demain, quel que soit l'endroit où vous travaillerez, vous aurez une capacité à être à proximité ou pas trop loin. Si vous avez choisi d'aller plus loin, bah aussi, vous avez fait le choix. Et je pense que c'est un état d'esprit. C'est aussi un état d'esprit nouveau qu'on doit reconstruire. Et je crois que c'est ça qui nous attend, parce que personne d'autre que nous, de la classe politique, et puisqu'on est beaucoup dans les rapports de relations avec le reste de la gauche, que ce soit les écologistes, les communistes, les insoumis, personne d'autre que les socialistes n'est capable de tenir ce discours. Nous devons le porter. Et cette France-là, pour le coup, on n'a peut-être pas su la définir d'un point de vue territorial, mais on sait qu'en termes de nombre, cette France-là, elle est majoritaire dans le pays. Merci à toutes et à tous. Soyons la France qui invente. Je vous remercie d'être restés avec nous. Je remercie l'équipe technique là-haut. Je remercie les salariés. Il faut qu'on rende l'antenne, comme on dit. J'ai une dernière mission. J'en ai même deux. La première, c'est de vous dire qu'il existe une commission nationale qui s'appelle la CNAR, qui travaille sur les problématiques d'aménagement du territoire, de ruralité, et qui travaille bien. Et que vous pouvez essayer de la rejoindre si vous en avez le temps et l'envie, et vous confier une mission, c'est celle de rentrer dans vos fédérations, de porter ce débat-là, et de construire aussi à la fois localement le récit dont on parlait, mais aussi des solutions, et on en a beaucoup parlé en amont de cette table ronde, de les co-construire avec les habitants, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à les convaincre que de mépris chez les socialistes, il n'y a pas. Bonne soirée à tous et profitez bien.